Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui le professeur Charlemagne Pascal Msanga Nyamding, membre titulaire du comité central du RDPC. Cher professeur, nous vous remercions encore d'avoir sollicité GMTV+ cette fois-ci et nous sommes heureux d'avoir accepté de vous recevoir. Preuve que sur GMTV+, même le diable a droit à la parole, même le diable. Hein, tout le monde a droit à la parole sur ce plateau, donc cela montre bien que... Alors vous estimez que le RDPC et les soutiens du président Paul Biya sont des diables? Non, je n'ai jamais dit cela, j'ai dit même le diable. Si vous étiez un diable, vous serez venu. Dieu peut venir, le diable peut venir, tout le monde a droit à la parole. La chose la plus importante, c'est de répondre à mes questions, c'est tout. Donc, nous sommes fiers de porter même cette écharpe du RDPC. Que je viens de vous prêter, précisez bien. Oui, oui, vous comprenez. Car l'écharpe m'appartient, chers téléspectateurs. Paul-Éric Emery me l'avait laissé il y a 3 ans. Je vais vous apporter des écharpes et des habits du parti. Vous m'avez déjà apporté le livre, donc. Bon, et je voudrais vous dire que, en termes de valeurs, la politique s'est faite en termes d'idéaux. Et ces idéaux sont la force du biaïsme et la force du RDPC. Malheureusement, ce n'est pas toujours appliqué. J'ai souvent vu du poulet, du poisson et du pain partagé. Donc vous avez oublié la sardine. C'est une très bonne vous avez oublié la sardine. Je vais commencer mes questions. Parce que vous avez de l'affection même pour une brigade qui dit qu'elle lutte contre les sardines. Oh, moi, je ne sais pas qui est la sardine. Dès le départ, tout est faussé. D'accord. J'ai aussi de la sympathie pour vous. C'est pour cela, lorsque vous m'appelez, vous m'avez appelé mardi 8 septembre, et j'étais en train de prendre un avion pour l'étranger. Je vous ai dit, ok, on fait cette émission dans quelques jours, je reviens pour vous. Je suis revenu pour vous, donc j'ai de l'affection pour vous. Professeur Msanga Nyamding, lors de votre passage... Vous m'avez d'abord invité. Et je vous il y a 2 ans. Oui, et je vous ai promis que lors de mon prochain passage en Europe, je reviendrai. Et je suis là. Non, mais vous étiez déjà venu en début 2020. Oui, mais je suis sur là. ce plateau. Je suis là. Donc pour cette fois-ci, vous avez demandé... J'ai tenu parole. Dites qu'il a tenu parole. Non, vous avez sollicité et je vous ai... Mais monsieur Mafo, alors on va poursuivre cette émission. Ça peut vous faire plaisir, ça va. On va poursuivre cette émission. D'accord, je profite pour saluer votre petite sœur. C'est avec son téléphone que vous m'aviez appelé. Donc bonjour la petite sœur de Charlemagne Pascal Msanga Nyamding, qui vit quelque part en France. Donc on ne va pas donner son nom car il faut la laisser tranquille, elle n'a rien à voir là-dedans. Professeur Msanga Nyamding, lors de votre passage sur le plateau de l'émission La Cour des Grands, sur la radio des artistes, de votre ami, désormais un peu ennemi. Non, c'est mon ami. C'était le samedi. Je n'ai pas de problème avec Roméo. Je poursuis. C'était le samedi 18 janvier 2020. Je n'ai pas de problème avec Vous êtes exprimé sur les sujets qui faisaient et continuent de faire l'actualité au Cameroun. Oui. À cette occasion, vous aviez déclaré ceci, je vous cite. « Je suis le seul dépositaire du testament politique et idéologique du président de la République. » Sans aucun doute, vous êtes une personne fidèle et cette qualité-là ne peut que vous honorer. Ma question. Merci. En tant qu'idéologiste du président Paul Biya, pourrait-on de ce postulat vous imputer à vous aussi les multiples loupés du chef de l'État camerounais en 38 ans de pouvoir? Vous savez, monsieur Mafo, les idéaux appartiennent aux appareils politiques. Il y a 2 types d'organisations politiques, en sciences politiques classiques. Il y a les organisations politiques partisanes, qu'on appelle les partis politiques. Et puis vous avez les organisations politiques non partisanes, que sont les associations ou des journalistes comme vous, et bien d'autres personnes et des intellectuels qui prennent position. Moi, j'appartiens à une organisation politique partisane qui est le RDPC. Et ce qui motive encore, ça il faut le dire à ceux qui nous écoutent, mon engagement, ce sont ces idéaux. Et notez bien ceci. Les idéaux, c'est-à-dire que les valeurs, les options appartiennent aux partis politiques, mais l'action appartient aux hommes. Ça veut dire que vous pouvez être catholique, protestant, même cette franc-maçonnerie qu'on critique tant. C'est dans les écoles maçonniques, les universités où j'ai eu 2 professeurs francs-maçons. Le premier, lorsque j'ai soutenu ma première thèse à Sciences Po INALCO ici,
monsieur Desclés était franc-maçon, il ne m'a pas conditionné. Il ne m'a pas dit, deviens franc-maçon pour être docteur en sciences politiques. Ici à Sciences Po à Niaco. Vous voulez dire qu'au Cameroun ça marche comme ça, mais ma question est... Voilà. Alors attendez, vous allez voir le mien. Oh là là. Ne gâchez pas cette belle interview. Je réponds. Vous m'avez dit que j'étais porteur. Mais répondez à mes questions. Lorsque j'ai soutenu... Mais non, c'est vous qui... Sinon on passe la quand vous allez suivre cette émission, vous verrez que je suis structuré. Non, mais attendez. C'est vous qui me déstructurez par moi. Bon, deuxième point. Lorsque j'ai soutenu mon deuxième doctorat en droit public, ici à la Sorbonne, à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mon directeur de thèse, Michel Alliot, était franc-maçon. Donc quand je dis que je suis porteur, je reviens donc, puisque vous aimez la facilité, il faut qu'on aille... des idéaux du parti, je suis un des exégèses du président Paul Biya, c'est parce que je fais la différence entre ce que portait le président Paul Biya comme idéaux dès son arrivée au pouvoir, prenons seulement deux piliers, la rigueur et la moralisation. Ça construit les écoles là. Bien, et permettez-moi, et l'action que mènent les hommes qui occupent des fonctions de pouvoir et de décision. Maintenant, si par hasard, les choix, du moins les hommes portés par le président, violent les idéaux de rigueur et de moralisation, eh bien, comme je l'ai vu récemment, j'ai été à l'université des idées, où j'ai vu les socialistes s'asseoir, les hommes de gauche s'asseoir, eh bien, je continuerai à mener mon combat pour leur dire que ce n'est pas ça le cas. Il adore le poisson, Pascal Messangani. Vous comprenez? Il adore le poisson, cet homme politique. C'est pas ça le cas. Vous adorez le poisson? Écoutez, je suis sawa, hein. Je ne sais pas ce que vous voulez, vous sous-entendez par poisson. J'ai appris à me méfier de votre ironie chaque fois. Mais je sais une chose, c'est que nous les Sawa, nous avons la culture du poisson. Et ça, vous allez pêcher, vous tout est dans l'eau. Mais par quelquefois, ne le noyez pas. Répondez simplement aux questions. En tant qu'idéologue du président Paul Biya, pourrait-on de ce postulat, Pascal Messangani, vous imputer les multiples loupés du chef de l'État camerounais en 38 ans de pouvoir? Voilà ma question. Non. Ne m'amenez pas à vous ne pouvez pas. Est-ce qu'on peut vous les imputer à vous? Non, pas du tout. Parce que vous êtes idéologue et tout. Pas du tout. Vous avez vu des grands partis. Donc il est seul responsable de ces échecs. Le président, malheureusement, est responsable de tout ce qui se passe en bien ou en mal au Cameroun. Ah d'accord. Comme tous les présidents. Comme tous les présidents d'ailleurs dans le monde. Enfin. C'est lui qui assume. Enfin. Oui. Nous l'accompagnons. Donc lorsqu'il n'y a pas d'eau potable au Cameroun, au bout de 35 ans de règne de Paul Biya, c'est lui le fautif. Alors. Encore qu'il y a l'eau potable, mais s'il n'y a pas d'eau potable, il est fautif. D'accord. Donc lorsqu'il y a des délestage d'électricité tous les jours, tous les soirs, il est fautif. Mais c'est lui qui emporte la responsabilité. D'ailleurs, je vais aller plus loin. Oui. Lorsque M. Ete Mboumoua, un ancien ministre des Affaires étrangères, avait été limogé. Pour faute grave. Voilà. En 1987, je crois. Bravo. Alors là, vous avez une bonne mémoire. J'étais gamin, hein. Mais le président, en face de votre confrère Eric Tchindjé à l'époque, a dit, écoutez, si du jour au lendemain, un ministre engage le Cameroun devant une guerre, c'est moi qui vais emporter la responsabilité. Eric Tchindjé l'a dit ici il y a 2 ans, oui, c'est bien. Et le même Eric Tchindjé, il lui a dit, monsieur Eric Tchindjé, vous êtes rédacteur en chef de la CRTV. D'un coup de tête, si je décide que vous n'êtes plus rédacteur en chef, vous ne le serez plus. Sur ce point, effectivement, c'est lui qui en est responsable. Et il y avait eu beaucoup de coups de tête dans ces années-là. Parce que quelques années après, c'est Augustin Contu-Comini qui disait cela à Jean-Marie Watton aussi. Trop de coups de tête dans ce truc. Donc, M. Paul Biya est responsable de l'état calamiteuse des routes. M. Paul Biya est responsable de l'état des stades jamais sorti les terres et la canne qui n'a jamais été organisée. M. Paul Biya est responsable des multi-accidents de route qu'il y a tous les jours au Cameroun. M. Paul Biya est responsable de ces péages qui n'ont pas leur raison d'être. Vous êtes d'accord avec moi? Il est responsable même des inondations et tout. Oui, ça veut dire que si la mise en œuvre de ces infrastructures n'est pas visible, c'est lui le chef. Très bien. Alors, quel rôle vous savez, si vous avez lu Le Prince de Machiavel, mais écoutez... On me cite ça tout le temps quand on parle de Paul Biya. Bien, oui, vous allez vous rendre compte que... Mais c'est plutôt un petit versant du prince qui m'intéresse. Je suis un acteur qui soutient un système, un régime. Et mon rôle est de mettre à la disposition du président Paul Biya des éléments qu'il choisit lui-même. Si à un moment donné, moi je dis par exemple que le président est entouré des réseaux de bandits,
Parce qu'il y a des bandits, lui-même il a dit, lorsqu'il parlait des bandits en col blanc. Alors, s'il me dit, où sont-ils? J'ai dit, écoutez, monsieur le président, ceux qu'on met le plus souvent sur votre table et qui deviennent des ministres ne sont pas des militants et ne sont pas imprégnés de votre idéologie. Que devrais-je faire? Mon rôle aussi est de dire, mais monsieur le président, on vous a menti. Il n'y a pas de Meuvegle. Il n'y a pas de Mekine, ce sont des barrages. Il n'y a pas de Lompanga. Il n'y a pas de port en eau complexe agro-portière de Kribi. Comme vous l'avez souhaité. C'est mon rôle. Voilà maintenant, le dire signifie tout simplement que, hein, monsieur Mokoko, j'ai joué ma partition. Bon, maintenant, si le président ne m'écoute pas ou prend une décision contraire à la mienne, ouais, c'est lui le chef. Alors, c'est à lui qui est responsable. Monsieur Moussanga Niamdi, oui, monsieur nous parlons du Cameroun, un pays qui, en 1976 et en 1979, aidait financièrement la Corée du Sud et la Chine. Oui, et qui nourrit en 2020 tous ses voisins. Voulez-vous me dire aujourd'hui qu'il manque d'hélicoptères présidentiels dans ce pays, le Cameroun? L'hélicoptère présidentiel, est-ce qu'il y en a? Oui. Ça veut dire que M. Paul Biya peut, en 38 ans, prendre son hélicoptère présidentiel, aller voir si le barrage a été implémenté ou pas, n'est-ce pas? Non, ça dépend. Pourquoi on l'informe des choses qui sont dans son pays? Il ne peut pas aller voir lui-même? Je vais vous dire, vous connaissez l'homme Paul Biya. Le président non, je ne le connais pas. Il est impossible de le voir. Moi, je dis dans sa pratique de gouvernance. Vous savez, le président Paul Biya, si je peux lui reprocher quelque chose, moi, Moussanga Niamdi, je dirais qu'il ne nous punit pas suffisamment. Parce que quand on voit comment certains hommes politiques sont riches en milliards au Cameroun. Sans avoir vendu le chien, ils sont riches. Ça fait peur. Quand on voit tout ce qu'ils engrangent comme réserve, appartements et maisons ici en France. Je sors de Genève, je ne vous dis pas, c'est que j'ai encore eu comme information. Vous avez jeté un coup d'œil à l'hôtel? Permettez-moi de vous parler, monsieur Mafo. C'est très sérieux votre question. Sérieux, oui. Donc je vais donc là pour vous dire que, effectivement, quand on parle du président Paul Biya, c'est un fils de catéchiste. Paul Biya, c'est le fils de catéchiste. Imaginez tout ce qu'il y a derrière ce parcours. Où, revenu au Cameroun, il a été fidèle. Alors, ce que tous ceux qui ont connu Paul Biya reconnaissent. N'oubliez pas qu'il a occupé beaucoup de fonctions subalternes. Les fonctions de chargé de mission sont des fonctions de subalternes. On le sait déjà. Directeur de cabinet civil. On le sait. Premier ministre. Même de William était LGPR. Directeur de cabinet. Donc, à partir de là, le président Paul Biya, j'en suis persuadé, a cru que tous ces requins, qui pour la plupart occupent des fonctions de pouvoir et de décision, étaient comme lui. Parce qu'il était fidèle à Ahidjo, au président Ahidjo. Ah, d'accord. Bon, alors, à un moment donné... Il était si fidèle qu'Ahidjo est enterré au Sénégal. On poursuit. La deuxième question... c'est une autre étape de la vie. La deuxième question... C'est une autre étape de la vie. La deuxième question Mais lorsque Ahidjo fut son patron, on ne pouvait pas reprocher au président Paul Biya, comme on le voit aujourd'hui avec certains collaborateurs, ce fils de catéchiste, de faire le contraire. C'est pour ça que 31 ans après, Ahidjo est toujours à Dakar. Bon, ça, c'est un autre débat. On poursuit. Mais je voudrais vous dire sur ce point... Et sa veuve ne perçoit toujours rien. Je salue Aïssa tout en passant. Oui, contrairement à ce que vous dites, moi j'ai rencontré Madame Ahidjo récemment. Vous ne savez pas qui je rencontre. Donc, oui, attendez. J'étais à Dakar. Madame Ahidjo... J'étais à Dakar quand son fils décédait. Donc laissez tomber. Bravo. Poursuivons. Bravo. Non, ce que je voudrais vous dire, hein, je vais vous faire une confidence à votre télé. Je ne l'ai jamais dit à une télévision camerounaise. Madame Ahidjo a mis à ma disposition un certain nombre de documents, m'exprimant sa volonté de rentrer avec le corps de son mari. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, vous comprenez? Donc, c'est une affaire qui est tellement délicate parce qu'à côté, il y a le fils du président Ahidjo, Babadika Ahidjo, qui est, il faut le dire, ambassadeur itinérant auprès du président Paul Biya, c'est son fils unique. Et à côté, il y a sa fille Aminatou Ahidjo, ma camarade de classe au lycée Leclerc, qui est également
occupe le poste de directeur de PCA. C'est un gros dossier. Alors vous voyez que c'est un dossier délicat qui regarde les présidents Biya et Ahidjo, la famille Biya et Ahidjo, où je ne voudrais plus en parler. Fermez cette page. C'est ce dossier-là. Je suis d'accord. Vous croyez le connaître, mais vous ne le connaissez pas. Je poursuis. Je vous laisse le dire. Je poursuis. Je vous laisse le dire. Deuxième question dans cette seconde partie. Il semblerait qu'en 2019, vous auriez fait savoir que vous regrettiez d'avoir choisi le RDPC et Paul Biya. C'était le 3 décembre 2017, chez nos confrères de STV. Je ne l'ai jamais dit. Très bien. Vous auriez même été... Je ne l'ai jamais dit. Je poursuis quand même. Je poursuis. Vous auriez... news. Très bien. Vous auriez été plus loin en détruisant le bilan de Paul Biya face à celui d'Amadou Ahidjo, que vous qualifiez, je vous cite, de bâtisseur de l'État du Cameroun moderne. Vous aviez même ajouté que, je vous cite toujours, n'oubliez pas que quand vous observez la vie du président Ahidjo, l'IRIC, où vous êtes enseignant, l'ENAM, Polytechnique, l'ESSEC, l'ENS, l'ENIA, etc. Vous en oubliez l'école des travaux. Oui, vous avez même oublié, je vous confirme cela, oublié, etc. le palais de l'unité, le palais de congrès, etc. Oui. Toutes ces grandes écoles et toutes ces structures avaient été créées par Amadou Ahidjo. Oui, je pense qu'il est incontestable. Vous le dites toujours. Oui, je le confirme. Je pense qu'il est incontestablement le bâtisseur de l'État du Cameroun moderne. Et M. Paul Biya, bon, toutes ces déclarations surprenantes, quand même, pour un biaïste, surprenant, avaient fait dire par certains qu'il s'agissait de la manifestation d'une déception que vous étiez tout simplement aigri. Car semble-t-il, je poursuis s'il vous plaît. Oui, allez-y. Car semble-t-il, vous vous attendiez à obtenir de la part du président Biya un poste de ministre en remerciement du travail accompli depuis plus de 30 ans. Est-ce exact? Pouvez-vous vous expliquer? Bon, je voudrais vous dire que Paul Biya a deux choses en lui. D'abord, il y a du vrai dans ce que vous avez lu et il y a du faux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Bien, ce qui est d'abord faux, c'est que je n'ai jamais dit que je quitterai un jour le RDPC et le président Paul Biya. Ce qui est vrai, c'est que le président Paul Biya est lui-même ahidjoïste. N'oubliez pas que les gens sont dépolitisés. Vous voyez, aujourd'hui on arrive, on crée un parti comme le MRC, on dit qu'on veut être président, alors qu'on n'a jamais été dans un parti. Nous parlions de vous. Bien, je reviens sur moi. Vous allez vous rendre compte que il y avait deux courants au sein de l'UNC. J'étais l'Union nationale camerounaise d'Ahidjo, parti d'Ahidjo. Il y avait les conservateurs et il y avait les progressistes. Comme aujourd'hui au RDPC. Oui, où j'appartiens au mouvement des rénovateurs. Bon, et le président Paul Biya sous l'UNC était un progressiste, était un rénovateur. Ils ont vaincu les conservateurs comme les Haïssim Bodo, les Tchanga Delphine, les Samuel Ebois, qui étaient convaincus à un moment donné qu'Ahidjo leur passerait le pouvoir, ou encore les Moussa Yaya. Aujourd'hui, au sein du RDPC, moi je crois à une victoire à terme des rénovateurs. C'est-à-dire des biaïstes. Et j'ai dit que c'est là où ça va se jouer. Alors quand vous revenez sur ce que j'ai dit, écoutez, vous voulez que je le répète ici? Dites-le. Incontestablement, prenez le discours du président Paul Biya qui m'a inspiré. Du 6 novembre 1982. Le président Paul Biya lui-même soutient que Ahidjo est le bâtisseur invétéré du Cameroun moderne. Allez reprendre ce discours. Allez à Google. Alors, à partir de là, je continue à dire que le bâtisseur de l'État camerounais moderne, c'est contestablement le président Ahidjo. Le palais de l'unité, c'est Ahidjo. Le palais des congrès, c'est le président Ahidjo. Toutes les écoles, pour la plupart, effectivement, j'ai parlé de l'IRI, j'ai parlé de l'ENAM, j'ai parlé de l'école des travaux, j'ai parlé effectivement de l'EMIA, j'ai parlé de l'école polytechnique. Il faut reconnaître quand même que, écoutez, plus de 30 ans après, s'il y a eu des innovations, c'était sous l'escarcelle de cet élan porté par Ahidjo. Très bien. Et ce qui me fait peur, c'est que les Camerounais sont tellement ingrats et malhonnêtes pour certains que j'ai peur, en le disant, que ce qui arrive aujourd'hui au président Paul Biya, au président Amadou Ahidjo,
arrive au président Paul Biya. Quand moi je le dis, je dis à Paul Biya, mon maître politique, de faire attention. Je vous assure, monsieur Mafo, parce que ce qui arrive aujourd'hui au président Amadou Ahidjo, je n'aimerais pas que ça arrive au président Paul Biya. Très bien. J'aimerais que cet homme, qui a construit le Cameroun postmoderne, le bâtisseur du Cameroun postmoderne, parce qu'à l'époque du président Ahidjo, quand je parle de la postmodernité, il y avait des exilés. J'ai connu des gens comme Abel Eyinga en exil, Lende Toumaza, les Mongo Betty, et bien d'autres. Les Ougli Massara. Les Ougli Massara. Il y avait plein. Et d'autres ont même été tués, comme Félix Moumié. Alors quand on dit que Paul Biya est le bâtisseur de l'État camerounais postmoderne, vraiment, vous m'avez fait très mal au cœur, monsieur Moafo. Parce que vous n'avez pas reconnu qu'il a fait quelque chose. Qui est Paul Biya. Mais vraiment, ça m'a touché. C'est vous qui décrivez ce qu'Ahidjo a bâti. Bien. Décrivez-moi ce que Paul Biya a bâti dans ce cas-là. Rien que Qu'est-ce que monsieur Biya a bâti dans ce cas-là? Dans la continuité, il a apporté la démocratie pluraliste. Ah bon? Donc, Paul Biya, nous avons un autre son, le petit Stéphane Toumou vient de vous faire savoir, et je confirme cela. La démocratie dans les États d'Afrique francophone a été imposée par l'Élysée. Je sais de quoi je parle. Et si vous le niez, je vous apporte des documents là-dessus. Ce n'est pas un débat entre vous et moi. Laissez-moi répondre. Poursuivez. Bien. Et dans le même élan, Paul Biya a créé au Cameroun quelque chose d'extraordinaire pour les familles. L'émergence d'une frange d'hommes d'affaires à partir d'une politique économique libérale. Où avant, on ne savait pas qui était homme d'affaires et qui ne l'était pas. Aujourd'hui, monsieur Tchumbu, vous avez des marchés publics qui sont tenus par des familles très pauvres. Vous avez des gens aujourd'hui qui ont des commerces. À l'époque, quelqu'un pouvait s'appeler Moussa le matin, il revenait dans l'après-midi, il vous dit qu'il s'appelle Djibril, et il prend un crédit qu'il a déjà eu encore à prendre. Or, avec Paul Biya, il y a eu une démocratisation de la vie économique. Et une rigueur. Non, démocratisation de la vie économique. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui font des marchés publics, qui livrent du papier, qui livrent l'huile, qui livrent le ciment. Et je peux vous dire que ne pas reconnaître que Paul Biya l'a fait pour le Cameroun, c'est être de mauvaise foi. C'est dans ce pays-là que le sac de ciment finit par coûter 700 000 francs CFA. Ce sont les bandits qui l'ont initié. Vous voyez un peu ça, c'est aussi Paul Biya. On a condamné. On a condamné ça. Alors, moi, j'ai condamné ça. Alors, j'observe Pascal Msanga Yamdi. Oui. Il y a quelque temps encore, quand on tenait un RDP6 sur un plateau, il disait Paul Biya a porté la paix. Aujourd'hui, le mot paix n'existe plus dans vos discours. Il est passé où? Vous savez... Non, je ne sais pas, c'est pour ça que je pose la question. Il y a ce que j'appelle le triomphe des canardeurs. Vous savez, j'emprunte cette expression à François Mitterrand, qui, parlant du triomphe des canardeurs, est allé plus loin en disant que certains avaient vendu leur âme aux chiens. Et j'ai encore en mémoire, moi, discours après la mort de quel parti cela, il y a eu la mort de Pella, il y a eu le suicide de Bérégovoy, et il y a eu des choses extraordinaires qui se passaient au point où le président Mitterrand, qui m'a beaucoup influencé, qui est votre 20 mètres politique finalement, c'est pas pour le dire. Oui, il m'a influencé. Tellement qu'on ne sait plus qui et il montrait comment à un moment donné ils avaient perdu les valeurs du socialisme. Et j'ai retenu quelque chose. Lorsque Mitterrand, à l'époque, est sorti du congrès d'Épinay, il avait ces mots vis-à-vis des socialistes. Si vous perdez nos valeurs socialistes, nos valeurs de cœur et de partage, nous allons disparaître. C'est ce qui est arrivé avec Hollande. Parce qu'à un moment donné, on avait des gens... Permettez-moi, vous allez voir le lien. Vous allez voir le lien. On a donc eu des gens qui faisaient du social, qui s'autoproclamaient socialistes sans être socialistes. Je pense à des gens comme Manuel Valls, le Jospin et quelques autres. Moi, je suis un homme de gauche. Alors, vers cet élan, je reviens au Cameroun. Beaucoup de gens occupent les fonctions de pouvoir sur Paul Biya sans être biaïstes. Vous allez donc voir que c'est pas possible. À partir de là, cette histoire du poisson ne va jamais s'arrêter. Oui, à partir de là. La question était hier, tous les partisans de Biya, lorsqu'on les avait sur un plateau, disaient le président Paul Biya a porté la paix. Vous pouvez passer le mot paix, vous me parlez de Mitterrand et de Jospin. Parlez-moi de Paul Biya et du Cameroun. Bien, le lien est que
le lien est Vous pouvez que passer le mot paix dans votre discours. le lien, je vais vous l'expliquer, monsieur Ah oui, il vaut Mafo, mieux aller je veux au but, pleinement votre quoi. rôle. C'est que certains ont vu effectivement que c'était le champ de prédilection du président. Et ceux qui étaient dans les affaires, sans porter le renouveau, n'ont pas compris qu'il fallait préserver cette paix des cœurs. Ah, enfin, vous l'avez prononcé le mot. Et vous voyez donc qu'il y a donc eu Paix des le cœurs. conflit anglophone, Le conflit. il y a eu une instabilité poussée, comme vous pouvez le constater, au nord-ouest, au sud-ouest, au nord Cameroun, et quelque part, après cette victoire du président Paul Biya à Bakassi, il fallait donc le Vous parlez discréditer. de cette victoire Oui. pour laquelle Maurice Kamto s'est beaucoup battu. Il là. est venu bien après. Ah, ben, Kamto est entré bien après dans attention, l'affaire. ne dites pas des bêtises. Je là. ne dis pas, ne me dites pas ce que je dis des bêtises. C'est vous qui dites des bêtises. Professeur Messanga Moi, je Yamdi. vous dis que Oh, Dieu, calmez-vous. j'étais ici en Calmez-vous, France, calmez-vous. à côté de Calmez-vous. l'ancien ministre français Calmez-vous. de la coopération Jagland. Mais calmez-vous. J'étais dans le cabinet. Kamto n'y était pas au départ. Calmez-vous. Mais je salue son arrivée bien après. Calmez-vous. Oui, c'est vous qui devez vous calmer. Moi, je vous dis. Parce que vous dites des choses inexactes. Professeur Messanga Yamdi. Mais j'ai travaillé ça, monsieur. Professeur Messanga, Mafo. vous avez travaillé, moi j'étais au cœur. Moi, j'étais au cœur. Vous comprenez? J'ai été au cœur. Parce que quand je vous dis que je rencontre Monsieur Tom Kala, je lui serre la main, je bois avec lui, je cause avec lui, c'est pas des blabla. Vous niez, je sors des images. Vous comprenez? Monsieur Tom Kala, vous savez qui c'est, non? Je vous écoute, puisque vous Vous voulez ne être savez même pas journaliste, qui c'est. vous voulez poser des Monsieur questions. Tom Kala est le président de la Cour de justice de la haie. Donc je le rencontre, je bois lui. Si vous niez, je sors des images. Et qu'est-ce qu'il a avec vous? Lorsque je vous monsieur explique Kamto? quelque chose de Moi, cela, je peux vous dire comment monsieur Atana Non. Mbara a mené Kamto là-dedans. Très Moi, bien. je vous donne un nom. D'accord, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Alors, c'est ce que arrêtez. je sais. Monsieur Yamdi, Et ce qu'il oublie, vous posez l'erreur une que vous question. commettez, c'est que j'étais consultant au cabinet de Michel Auriac. Ah, c'est ça. Vous vous dites des choses que vous voyez de loin. J'ai été celui qui, lorsqu'il y a eu Jagland, Michel Auriac et quelques-uns, C'est ça. était comme l'expert qui a apporté l'historique allemande, franco-britannique aux Français qui étaient avocats du Cameroun. Moi, j'étais dans cette Et ces affaire. avocats français-là n'ont Bien. pas été à la hauteur. Je vous fais Non, bien c'est pas remarquer. ce que j'ai dit. Donc, Pierre Je veux dire vous avez que- une question pour lui. Alors, Je veux dire à un moment donné que ne parlez pas ce que vous ne maîtrisez S'il pas. vous plaît. Monsieur Mafo, vous dites parfois n'importe quoi. alors, professeur, Oui. j'ai bien compris l'analyse que vous avez faite concernant le président Aïdio, le bâtisseur du Cameroun finalement. Oui. Le bâtisseur de l'État camerounais moderne. Camerounais, d'accord. Si nous partons de ce postulat, comment pouvez-vous expliquer que son corps soit toujours au Sénégal, nonobstant toutes les démarches qui, semble-t-il, ont été faites par son épouse, qu'une réponse positive ne vient? Comment trouvez-vous ça? Sur l'épaule des associations, Monsieur- et Maître monsieur- Charrier Bournazel, que j'ai encore interviewé il y a de cela 10 mois, sur cette C'est question. vrai que cette affaire est quand même curieuse. Dieu seul sait un jour ce qui s'est passé entre les deux chefs d'État, Amadou Ahidjo Paul Biya. Mais pour ce qui me concerne, je ne comprends pas que le corps du président Ahidjo soit à l'extérieur. Je suis de ceux qui, dans mon parti, le RDPC, membre du comité central, continue à dire que ce corps doit être transféré. Et par conséquent, Ahidjo mérite des obsèques vraiment dignes de Amadou Ahidjo, ancien président du Cameroun, D'autant plus que ces deux enfants se sont rapprochés peut-être du chef de l'État. Donc, et puis, quelque part, je ne voudrais pas entrer dans leur vie privée, mais je sais aussi que dans la famille Ahidjo, il y a des incompréhensions entre eux. Bon, alors j'ai tellement de respect pour Madame Ahidjo, les enfants Ahidjo et de son fils que j'ai rencontré encore. Ouais, je ne peux pas venir dans votre télé vous dire que j'ai déjeuné avec le fils Ahidjo dans un restaurant turc à Yaoundé, où effectivement, j'ai pas eu l'impression que lui-même c'était sa priorité. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Mais pour ma part, vis-à-vis du président Paul Biya, je vais encore ici prendre une position. Je crois que le président Paul Biya est grand. Il serait davantage grand s'il fait venir le corps du président Ahidjo. Ok. Alors, monsieur Moifou, si vous permettez, je vais peut-être dérouler. J'ai 3 questions. Vous allez vite. Alors, Allez-y, président, posez vos 3 questions dans ce cas-là. Voilà. Pardon professeur de m'éloigner un peu du sujet. Non, je vous en prie, de je l'émission. vous en prie, mon cher. J'aimerais bien voir votre analyse sur Oui. des sujets qui me paraissent importants.
Pour y pouvoir, évidemment, j'ai 3 questions. Alors, la première, comme vous le savez, les relations entre la France et les États de sa zone, enfin, les Africains, les pays de la zone d'influence française ne sont pas du tout bonnes. La diaspora africaine réclame à corps et à cri la récupération de la souveraineté qui leur a été confisquée au lendemain des indépendants de pacotille. Ça, c'est le cas, la réalité, c'est ça, accordé par la France. Alors, quels sont selon vous les actes que doivent poser les Africains pour convaincre ou contraindre la France de faire droit aux sollicitations légitimes des Africains, c'est-à-dire la récupération de leur souveraineté? Cette question est pertinente. Vous savez qu'aujourd'hui, elle anime les salons politiques et même les salons économiques, parce que entre les États, il n'y a pas d'amis, ce sont les intérêts qui priment. Absolument. Et là où vous avez raison, il faut, lorsque vous parlez de la France-Afrique, c'est-à-dire les relations franco-africaines, il faut situer ça sur le triptyque, d'abord, qui est très fort. Permanence. La France ne va jamais laisser certains intérêts. Et ensuite, rupture. Il y a des ruptures qui se sont faites, mais elles sont assez timides, puisque, quoi que l'on dise, la plupart des États africains aujourd'hui ont multiplié leur pôle de relations. N'oubliez pas que, du point de vue technique, il y a 2 types de relations, d'action en matière de relations internationales. Il y a ce qu'on appelle l'action bilatérale, les relations que les États, pour leurs intérêts, entretiennent entre eux, les États, et puis il y a l'action multilatérale où à côté, les États sont dans les organisations internationales. Ça s'appelle le multilatéralisme. Bon, or, sur ce deuxième point où je parle de rupture, bon, et puis il y a un troisième pôle, dans le triptyque, j'ai dit permanence, rupture, il y a des innovations. Mais dans ces innovations, n'oubliez pas que, malheureusement, la France est un pays faible sur la scène internationale. Sans l'Afrique. Oui, sans l'Afrique. Oui, je dis d'abord, alors vous allez voir pourquoi elle commence à devenir forte. C'est très exact ce que vous dites. Elle devient forte parce que sur la scène internationale, elle a l'Afrique. Mais en dehors de l'Afrique, la France est le seul pays membre du G7, c'est-à-dire les 7 pays les plus industrialisés, qui y est. Parce que la France est dans le G7 parce qu'elle a des colonies. Quand vous prenez la Caraïbe, elle est à Martinique, toujours présente. Elle est en Guadeloupe, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, je ne cite pas toutes ces zones. Mais vous allez voir que la France est également dans les Amériques. Elle n'a jamais laissé la Guyane du point de vue stratégique. Vous voyez, avec aujourd'hui tout ce qui se passe avec Ariane, la France est dans le pôle stratégique et sécuritaire de l'Europe, parce qu'au moins, à partir de la base de Kourou, vous voyez bien qu'elle peut exister en tant que puissance. La France est même dans les Amériques. Je ne vous parle pas du Pacifique, avec Saint-Pierre et Miquelon, qui est un pôle français proche de la Caraïbe. Ramenez donc à l'Afrique. Vous avez raison. La France n'existe que parce qu'elle a ses colonies. Ces anciennes colonies. Mais ce sont toujours des colonies. Parce que quand je vous parle de la Martinique, non. Il y a dans le champ de la coopération entre la France et les pays d'outre-mer, appelons-les ainsi, outre-mer. Vous avez 2 types de relations. Les anciennes colonies africaines, de l'AOF qui est devenu CAO et qui est devenu aujourd'hui CEDEAO, c'est-à-dire tous ces pays d'Afrique de l'Ouest qui ont même tenté de mettre à l'époque le Conseil de l'Entente, et en dessous l'AEF. Mais alors, regardez l'historicité de l'AEF, puisque nous sommes Camerounais. Lorsque on dissout l'Afrique équatoriale française, c'était 4 pays. Le Congo, le Tchad, la République centrafricaine et le Gabon. Mais quand la France se rend compte que ces pays vont être indépendants, la France crée l'UDE, l'Union douanière équatoriale, en 1959, avec le Cameroun. Avec cette partition, parce que nous avons été un peu victimes de la Première Guerre mondiale, où on a partagé le Cameroun entre les Britanniques et les Français. Mais restons sur le Cameroun et la préoccupation franco-africaine. 64, la France se rend compte qu'elle a des gros intérêts au niveau géopolitique, au niveau géostratégique, en termes de ressources minéralogiques. La France va mettre en place l'UDEAC,
l'Union douanière des États de l'Afrique centrale. C'est notre zone. Ils ont déjà la CEDEAO. Et en 1994, avec les accords de N'Djamena, c'est même France Mali, va mettre en place la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. En réalité, c'est quoi? C'est un vieux précaré français qui protège ses intérêts, particulièrement pétroliers. Parce que le pétrole du Tchad, c'est la France, du Congo, du Cameroun, et puis du Gabon. Donc vous voyez que il faut repenser les relations franco-africaines. Mais alors, ça dépend de qui? Ça dépend des Africains. Pas seulement. Enfin, d'abord, parce que, comme l'a dit Macron, vous vous rappelez du fameux discours qu'il a tenu à Ouagadougou? Parce que vous y croyez. Il a dit, faites des choix, on va vous suivre. Parce que vous y croyez. Bon, mais maintenant il faut que les chefs d'État essayent. Parce que c'est bien de critiquer les Français et l'Europe. Bien, mais je continue à dire que... Le chef d'État, le vôtre, on ne le voit jamais. Il va essayer quand? Non, pardonnez-moi. Poursuivez Pierre Bokoko. Oui, je pense que... Professeur, je vous en prie. Oui. Ce que je voulais vous entendre dire, bon, évidemment, dans votre description, vous reconnaissez parfaitement que la France a lié les mains des Africains. Bien entendu. Bon, nous sommes d'accord. Puisque entre les États, la France nous apporte quoi? Nous apportons plus à la France qu'elle ne nous apporte. Nous sommes d'accord. Alors, ça, je suis d'accord avec vous. Il faut une rupture pour la faire aussi. Parce que ceux qui nous écoutent vont dire, mais comment ça va se faire? Il faut rompre avec une certaine élite locale. Et sur ce point, je pense que ceux qui peuvent changer le Cameroun et l'Afrique, ce sont les Africains de la diaspora. Pourquoi? Parce que nous sommes allés dans leurs écoles, dans leurs universités. Moi, j'ai été vice-major ici. J'ai été vice-major de ma promotion. Or, les Africains qui vont à l'école en Afrique, mais sont sous le coup de la résolution de Bruxelles. Lorsqu'ils ont mis en place le traité de Lisbonne, que font les Européens? Entre eux, ils se sont assis, ils ont dit, bien écoutez, nous nous rendons compte que les Noirs qui vont dans nos écoles d'ingénieurs, de pétrole, de sciences politiques, donc ceux de la diaspora, ils sont plus opposés à nous que ceux du pays. Du coup, ils ont mis en place ce qu'on appelle la politique de limitation de visa. Ça a été une résolution lors du traité de Lisbonne. Ne les amenez plus chez vous. Parce que ceux qui sont formés ici ont les yeux beaucoup plus ouverts que ceux qui sont au pays. Et quand vous observez donc l'architecture gouvernementale des États africains, vous n'allez pas voir les gens de la diaspora dedans. Pardonnez-moi, professeur. Oui, je vous en prie. Malheureusement. Alors, la souveraineté des Africains est confisquée. Nous sommes d'accord. Bien sûr. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Comment faire? Comment faire? Puisque, comme vous le savez, la France a pris le soin de poser comme responsable de ces 14 États leur laquais. Oui. Les ordres viennent de Paris. Oui, c'est vrai. À partir de là, comment voulez-vous qu'on se développe? Que devons-nous faire selon vous pour pouvoir rompre tout ça et aller de l'avant? Parce que les Africains sont très brillants. Vous savez, la diaspora africaine, moi j'ai la chance de voyager comme vous. Oui. Ils sont enseignants partout, vous êtes enseignants, etc. Bon, nous avons les capacités d'y arriver, mais pour l'instant, nous avons les mains liées, nous n'y arrivons pas. Faut-il se débarrasser de la France? Comment pouvons-nous faire pour se débarrasser de la France? Avons-nous les moyens de tourner le dos à la France et nous en sortir tout seuls? Il y a plein de questions qui se posent. Je voulais vous interpeller sur ce point parce que je m'attendais à ce que vous fassiez allusion à, comment dire, au panafricanisme. Bien entendu. Voilà, donc là, c'est quand même un point important parce que on veut plus de la France, c'est bien beau. D'autant plus que la France n'est pas responsable de tout, comme vous le savez. Votre question, Pierre Bokoko, votre question, c'est laquelle? Mais là, j'ai compris la question. Si vous ne l'avez pas compris, il pose une vraie question. Comment faire pour sortir du joug colonial? Exactement. Bien. Écoutez, vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, remarquer que les successions politiques au Cameroun se font avec des Africains liés. Vous savez, on a connu l'esclavage en Afrique. C'est des milliers et des milliers de Noirs déportés. 10 millions. 10 000. Plus, puisque certains étaient jetés à la mer. Oui. D'autres se suicidaient. C'est plus, on parle de centaines de millions. Bon, on a connu après la colonisation. Et aujourd'hui, que subit l'Afrique? La néocolonisation. Le néocolonialisme. C'est-à-dire, comme le disait Lénine, le stade suprême de l'impérialisme. Alors, le néocolonialisme, c'est quoi de manière visible? Je vais vous dire.
Le néocolonialisme, c'est que c'est l'esclavage transformé. Avant, il y a eu l'esclavage, c'était visible. Il y a eu la colonisation, elle était barbare. Et les Occidentaux ont vite compris qu'il fallait mettre en place des institutions qui seront contraignantes. Pour les endetter. 44, le FMI et la Banque mondiale, accord de Bretton Woods. 45, l'ONU. Les États africains ne sont même pas membres permanents du Conseil de sécurité. Le franc CFA. Voilà, 5. le franc CFA. Et puis on peut continuer en montrant qu'ils contrôlaient déjà les dynamiques économiques. Contre tout. La monnaie, ils ont dit, mais tiens, on a oublié le commerce. En 1947, à Genève, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le fameux accord qui crée l'ITO. ITO en anglais signifie International Trade Organization, qui deviendra en décembre 1947 le GATT et qui deviendra aux accords de Marrakech en 1994 l'OMC. Mais alors, est-ce que nous avons donc des hommes capables de porter ce projet sans complexe? Rappelez-vous, après Mitterrand, il y a eu Chirac, les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande. On parlait de relations décomplexées. Le problème est qu'aujourd'hui, nos relations sont très complexées. Et vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où j'ai dit que les chefs d'État africains doivent prendre des décisions courageuses. 1. Donner la double nationalité à leurs compatriotes qui vivent dans les pays occidentaux. C'est une stratégie forte. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'imposer ici et ils peuvent développer le chez nous et s'imposer aussi chez nous. Ce que M. Biya ne fait pas depuis 38 ans. Bien. Et de 2, et ça c'est très important, donner des postes stratégiques aux diasporés. Ce que M. Biya n'a pas fait. J'ai écrit un livre là-dessus avec Pondi. Pour ceux qui nous écoutent, immigration et diaspora. Tant qu'on aura des gars qui sortent de l'université de Yaoundé, de l'ENAM, l'IRIC, machin, qui gouvernent le pays, ça ne pourra pas marcher. Ce pas des gens courageux. Ils ne connaissent pas les blancs. Ils ne maîtrisent pas les nouvelles dynamiques, ce que j'appelle les chemins du développement. Mais écoutez, regardez un peu le Cameroun à l'extérieur. Prenons seulement le cas du Cameroun, je ne parle pas de l'Afrique. Regardez Ernest Simon. Regardez des gens comme Christophe Fonfomogno. Revenez ici à Paris, regardez Pierre Ngahan. Regardez moi-même Sanga Nyamding. J'ai été courageux pour partir. Et bien d'autres. Je ne vous cite pas. Regardez Pierre Moukoko, juriste à AFP. Regardez votre cas, juriste. Faut pas... Bon, non, moi je pense que... Et puis, regardez même la scène communicationnelle africaine en France. C'est Alain Foucault, c'est Marie-Roger Billois que j'ai rencontré, c'est Alain Bevegué, et tous ces anonymes, les Corinne Mandjou à RFI. Moi je pense que les dirigeants africains n'ont pas encore compris ce qu'ils ont. La mutation est la vraie révolution. Et c'est à celle-là que j'invite. Concertons-nous. Quand j'arrive comme ça, bon, vous pouvez quand même vous dire que, bon, celui-là, contrairement à ce que les gens disent, hein, qu'il est grand, lui a rien donné, c'est faux. Je suis membre titulaire du comité central. Lisez l'article 17 des statuts du RDPC. J'appartiens à l'instance dirigeante du parti au Cameroun. Mais alors, mobilisons-nous, portons le projet, et puis allons leur faire la pression. Mais en 38 ans, vous ne l'avez pas fait, c'est ça le problème, c'est ça la question se pose. Il y a vous des savez choses. tout ça, vous êtes de l'équipe dirigeante du parti au pouvoir au Cameroun depuis 38 ans. Et Monsieur- vous n'avez Monsieur rien Mafo. implémenté ce que vous dites. Monsieur Mafo. Comment vous expliquez cela? Permettez-moi, Nous sommes Sanganyang. je vais vous expliquer quelque chose. Expliquez-le aux téléspectateurs, pas à moi. Aujourd'hui, le droit de vote. Moi, je me rappelle lorsque le président, ici, a demandé, la diaspora a posé 2 problèmes au président. 1, la double nationalité. 2, le droit de vote. C'était en 2009, nous sommes en 2020. Vous comprenez? 11 ans après. Voilà, moi je me suis battu. Par exemple, le droit de vote. On nous a promis des choses. D'ailleurs, si je suis marginalisé, parfois, bon, au sein du système politique camerounais, que je soutiens, Vous êtes souvent marginalisé. bien entendu, je suis très combattu. Pourquoi vous voulez que... Je suis combattu par certains feignants, par des conservateurs. Allez, les feignants en votre sein. Bien entendu. D'accord. Il y a des bandits en col blanc. Je cite ici le président Paul Biya.
Regardez tous ces ministres qui sont en prison, les Marafa et tout ce que je ne peux pas citer ici. Pardonnez-moi, professeur. Bon, non, je voudrais vous dire que vous avez raison. La rupture, c'est ça votre question. C'est M. Mafo qui met des rajouts. Mais je vais au point, même si vous êtes 10, vous ne pouvez pas me dépasser. Donc je voudrais vous dire que, je reviens à vous, la rupture peut s'opérer s'il y a une espèce d'introspection. Les Africains entre eux, c'est-à-dire d'une part, ceux de la diaspora, qui ont un savoir-faire et une qualité de vie, et ceux du pays qui, malheureusement, pour la plupart, sont encore très fermés. Sauf que la diaspora réclame actuellement le départ finalement de la quai de la France, hein, qui sont tous en Afrique. Alassane Ouattara, Paul Biya, c'est ce que réclame la diaspora. Fogna Simbe, il n'y a pas un seul. On va raison, bien évidemment, mais c'est ce que réclame la diaspora. Je pense que cette diaspora vit où? Ben, hors de l'Afrique. Elle vit ici. Cette diaspora se nourrit de quoi et de qui? De cette même France. Vous savez, moi, je ne suis pas... La diaspora n'est pas qu'en France, elle est partout. Non, je vais dire, c'est une étude de cas, vous avez raison. On peut dire qu'elle se nourrit des Américains, des Allemands, etc. Et je voudrais quand même que... Et elle nourrit ces pays-là aussi. Il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. L'eau du bain et le bébé. Je pense que lorsque vous prenez un étudiant africain, je vous prends seulement le cas de la faculté de droit de Paris ou encore de Sciences Po que je connais très bien. Quand vous y entrez avant, il y avait ce qu'on appelle les formations séparées. Ils avaient même à l'époque ce qu'on appelle la rue de l'Observatoire. À l'école publique d'administration où je donne quelques séminaires, là vous voyez à la rue de l'Observatoire, vous aviez une école coloniale. Aujourd'hui, en France, quand vous faites le droit, la science politique, la médecine, vous n'êtes pas comme les Houphouët-Boigny, qui étaient des médecins des tropiques, qui n'étaient pas dans les mêmes écoles que les Blancs. Rappelez-vous. Aujourd'hui, l'Africain va dans les mêmes écoles. Ce sont les mêmes copies et beaucoup sont des majors. Alors, si vous allez les combattre et nous continuons à donner l'impression qu'on doit les foutre de dehors, mais ils ne vont jamais nous faciliter la tâche. Mais moi, je suis pour un dialogue interculturel. Qu'on se prenne en charge nous-mêmes et que l'on dise à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux du côté de l'Occident qu'il est temps que les Africains ont aussi la qualité de vie. Parce que s'ils ne le font pas, je vous assure, dans 50 ans, dans 100 ans, la France sera arabe, la France sera noire. Moi, je vous assure que quand je me balade un peu partout aujourd'hui, même dans les villages aujourd'hui de France, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a désormais un petit noir. Et il faut savoir qu'ils seront victimes de cela. Or, vous allez voir que si... Oui, bien entendu. D'accord, vous comprenez bien. Donc, à partir de là, ils vont payer. Ils sont en train de payer. Surtout que chez eux, même, il y a tellement d'homosexuels et de pédés qui ne font plus d'enfants. Oh là là. Les futurs enfants noirs. Soyez mesurés. Oui. Pourquoi vous êtes sensible à ça comme ça? Soyez mesurés. Bon. Et si vous me trouvez sensible, vous me mariez votre soeur et vous verrez, je ferai des jumeaux avec. D'accord. Je suis prêt à vous donner beaucoup de femmes chez moi d'ailleurs. Pardonnez-moi. Permettez-moi pour chuter. S'il vous plaît. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut faire? L'Occident va être très vite débordé. D'abord, ils ne font pas beaucoup d'enfants. Malgré la prime au deuxième enfant, au premier, au deuxième et au troisième enfant, je continue à leur dire que si vous voulez la paix chez vous, et vous voulez continuer à contrôler l'Occident, laissez les Africains... À contrôler l'Afrique? Non, contrôler l'Occident. L'Occident. Le chez eux. Le chez eux. Laissez les Africains... Laissez les Africains se prendre en charge eux-mêmes en Afrique. Et comme ça, on ne verra plus des événements comme la mort de Kadhafi, la mort de Lumumba ou la mort de Sankara. Les assassinats. Les assassinats. Pas les morts, attendant. Oui, les assassinats. Pas son nom. Vous avez raison. C'est vous qui avez raison. Tout à fait. Donc, vous comprenez, ils vont le payer. Pour preuve aujourd'hui, regardez le nombre de Noirs aujourd'hui dans les universités, dans les hôpitaux et dans les villes. Il va y arriver. Il a posé une question là-dessus. Allez-y, Pierre, s'il vous plaît. Professeur, j'ai une deuxième question. Je vous en prie. Sur un sujet très très important. D'ailleurs, j'ai été reçu par GMTV+, le 15. Oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais... je vous suis souvent.
Ah bon, sujet un petit peu plus? Alors, si vous voulez, Non, il y a eu JM Télévision. Alors, il y a eu une, On vous suit, hein? une augmentation. Vous êtes suivi même à la présidence au Cameroun, hein? Je sais pas. Ben, Oui, alors, pour ça. Non, ne dites pas n'importe quoi quand nous avons des émissions sérieuses par rapport à monsieur Mafo. Alors, il y a eu une mesure qui a été prise et qui vient d'être validée par le Conseil d'État, consistant à augmenter les frais d'inscription pour tous les étudiants extra-communautaires et parmi lesquels les Africains. Les Africains. Voilà. J'ai bien suivi cela en tant qu'universitaire associé. Donc vous comprenez bien que les étudiants, première année jusqu'à la licence, payaient 170 € avant, frais d'inscription. C'était en convertissant en francs CFA, c'était 118 000 francs CFA. Inscription. Alors maintenant, il passe à 2770 €, c'est-à-dire 1 800 000 francs CFA. Énorme. Multiplié par 10. Multiplié par 10. Bon. Ensuite, ceux de la master jusqu'au doctorat payaient 243 €, c'est-à-dire 160 000 francs CFA à peu près. Oui, ça passe à 3 770 €, c'est-à-dire 2,5 millions francs CFA. Vous comprenez bien que là, c'est très grave. C'est très grave. Oui. Alors, ça s'applique aux Africains qui vont venir, aux nouveaux inscrits, pas ceux qui sont déjà là. Ça s'applique aux Africains qui viendront en France. Donc vous comprenez bien que, alors j'étais un peu de mauvaise foi, je l'avoue, face à M. Mafo lorsqu'il m'a reçu. J'ai pas voulu aller dans le sens, il me disait, c'est pour que les Africains ne viennent plus. C'est une façon de dire aux Africains, ne venez plus chez nous. Voilà. J'ai réfléchi après coup. Je pense que quelque part il a raison, puisque les conséquences sont énormes. Les Africains n'auront pas ces moyens-là. Ce qui veut dire, ne venez plus. Ils ne viendront plus parce qu'ils n'auront pas ces moyens. Alors, la France, qui vit quand même grâce aux matières premières de la France, de l'Afrique, bien sûr, fait ça aux Africains. Ça veut dire qu'ils ont un toupet incroyable. Ma question, que font les dirigeants africains? À quoi sert l'Union africaine? Cette rentrée 2020, ça va s'appliquer là. Bien sûr, pour les nouveaux qui vont venir. Je sais, j'étais fait des séminaires. Alors, que peut faire l'Afrique, que peuvent faire ces dirigeants, les dirigeants africains, pour une fois, pour éviter que cela ne se fasse pas? Voilà. Est-ce que M. Biya est déjà au courant? Bien. On ne le voit pas depuis un an, donc... Je voudrais faire une observation et répondre à votre question. L'observation, c'est que ce sont des mesures discriminatoires. Ah, le Conseil d'État ne l'a pas accepté. Vous comprenez? Ils ont dit qu'il y aura des bourses. Je mets la vie d'un homme politique. C'est du racisme. C'est de l'ostracisme, c'est-à-dire une nouvelle forme de racisme, le racisme déguisé. De l'argent. Oui, vous comprenez? C'est discriminatoire. Parce que ça veut tout simplement dire que, M. Sarkozy a son temps. Moi qui suis de très près la politique internationale et singulièrement la politique française. Mais c'est sa politique qui se poursuit. Puisqu'il avait parlé à un moment donné de l'immigration choisie. Choisie, c'était quoi? Les Africains brillants et ceux qui avaient des moyens. Et vous allez voir que une telle politique, parce que la France est un État souverain. Soit qui est le chez elle. Oui, qui est le chez elle avec ses conditions. Absolument. Moi, je voudrais dire aux Africains que ce sont nos États qui tiennent en fait la clé de sortie de crise. Est-ce que je l'ai? Oui, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Lorsque dans vos États africains, certains, comme le Cameroun, ne reconnaissent pas la double nationalité, nous pouvons faire et contourner ça, même légalement, l'effet multiplicateur. Ça veut dire quoi? Moi, Camerounais, je suis français. J'épouse une Camerounaise qui est française. On voit ça de manière courante ici. Et mes enfants français épousent des Camerounais non français. Comme le font les Chinois. Comme le font les Chinois. C'est-à-dire qu'on a des solutions, ce qu'ils font là n'est rien. Mais quand vous avez donc un État où, prenez le cas de mon fils, moi j'ai 3 garçons français ici, il y avait une française. Si on reconnaissait la double nationalité au Cameroun, mais écoutez, je ramène mes 3 gaillards là au Cameroun, ils vont épouser des filles au Cameroun qui auront des enfants qui seront automatiquement français. Mais ces enfants vont contourner cette affaire. Vous voyez donc que l'homme qui tue le noir, au sens de Frantz Fanon, c'est l'homme noir lui-même. Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Tant que vous avez des États qui disent on ne reconnaît pas la double nationalité,
Vous jouez le jeu de qui? Comme l'État du Cameroun dirigé par votre Vous maître, comprenez? Paul Biya. Vous montrez... Mais les Blancs jubilent. Il n'y a rien de plus beau pour un Américain, un Allemand ou encore un Français lorsqu'il sait qu'il y a un pays africain qui dit que ses compatriotes ne peuvent pas porter la double nationalité. Regardez mon cas. Parti au Cameroun, je ne vous le cache pas. J'ai eu encore des enfants avec des Camerounaises. Mais comme moi, j'ai eu peur de prendre la double nationalité, si mon État avait accepté la double nationalité, je serais rentré avec une nationalité française parce que j'ai le droit. Moi, si je veux devenir français, je le deviens par déclaration. Hein. Je ne le deviens pas par naturalisation, par filiation. Ces enfants que moi j'ai encore eu à faire dans les villages camerounais, seraient des Français. Et ils pouvaient venir ici, en France, en toute liberté. Donc, une fois de plus, la responsabilité incombe aux États africains qui ne sont pas sérieux. Et pour le cas du Cameroun, certains de nos dirigeants ne sont pas du tout sérieux. S'il vous plaît, professeur. C'est-à-dire que... Oui. Oui. Permettez qu'on vous coupe de temps en temps. Je vous en prie. Nous ne sommes pas même en conférence. Je vous en prie, monsieur. Alors, vous décrivez là un état de fait qui, tout de suite, rend coupable votre maître politique, Paul Biya. Ça fait 11 ans qu'il a promis, ici à Paris, aux Camerounais, qu'il y aura la double nationalité. Nous attendons toujours comme les chrétiens attendent Jésus. Donc, il est fautif, une fois de plus. Au pavillon Dauphine. Oui, pavillon Dauphine. J'y étais. Une fois de plus, il est fautif. Et je vais vous dire. Une fois de plus, il est fautif. Nous sommes ici, nous ne sommes pas dans la récrimination. Vous savez, quand un homme politique sérieux vient sur un plateau aussi sérieux que le vôtre, il vient apporter des solutions. Il vient apaiser. Il vient, vous voyez, je suis là avec le porte-parole de la BAS, c'est qu'ils n'ont pas seulement des mauvaises choses à proposer, la BAS. Si vous venez nous dire qu'à un moment donné, ces enfants n'ont plus du tout, ou ne disent rien de bon absolument, c'est faux. Il y a des récriminations. L'absence de dialogue en Europe a entraîné des guerres. Le nazisme. L'ensemble de dialogue au Cameroun a entraîné la crise du Nozo, la guerre du Nozo. Bien, alors donc vous croyez que moi, M. Sanga Nyamding, qui est quand même une culture occidentale et qui suis africain de naissance et de vie, je vais tenir le mauvais discours que certains tiennent parce que je veux faire plaisir aux gens du pouvoir? Non, je dois dire que l'erreur des gouvernants africains au regard de vos préoccupations, c'est qu'ils n'ont jamais pris la mesure de la conscience coloniale. Figurez-vous qu'au Cameroun, vous avez des dirigeants qui ne commémorent même pas l'abolition de l'esclavage. Ils ne savent pas ce que c'est. Peut-être c'est ma sensibilité de l'outre-mer, hein, à travers les liens de mes enfants, avec mes enfants, qui m'amènent à prendre conscience que les gens qui nous dirigent en Afrique n'ont même pas pris conscience qu'on a été esclaves et que la colonisation c'est l'esclavage. Ils sont ici l'école coloniale. Et que les institutions même qui encadrent l'ONU, le BIT, l'OMC, etc. sont des instruments qui confortent la colonisation. Donc à partir de là, je voudrais vous dire que vos questions sont pertinentes, ramenées au Cameroun. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut une nouvelle dynamique idéologique. Et celle-là ne peut être portée en priorité que par ceux qui savent ce qui se passe ici et qui sont rentrés chez eux se battre comme nous on le fait. Alors, pour certains de nos frères nous disent arrêtez de pleurnicher, la France ne veut plus de vous, tant pis pour elle. Construisez les universités. Restez chez vous. Voilà. Ils sont inconscients. Mettre le paquet, construire les universités, etc. La diaspora est richissime du point de vue savoir. Les professeurs d'université de la diaspora africaine, il y en a partout dans le monde, dans toutes les matières. Je vous coupe pas, Pierre Moukoko. Oui. Il y a quelques années, j'étais sollicité pour aller enseigner dans une université à Alger. Enseigner mon métier de JRI n'est pas encore implémenté en Afrique centrale. Vous pourrez retourner en Afrique apporter quelque chose, je pourrais retourner. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi est-ce que ceux qui dirigent vos pays, notamment M. Paul Biya pour le cas du Cameroun, refusent aux Camerounais d'avoir le savoir? Pourquoi? Je pense au sens de votre question, Pierre Moukoko. Pourquoi refusent-ils aux Camerounais
d'acquérir le savoir. Comment qui pas vient de la acquérir le diaspora. savoir Le savoir. Ah oui, oui, c'est-à-dire. Pourquoi M. Non, Biya oui, refuse je veux dire. en apposant Oui. pas une simple signature sur un document qui ferait de chaque enfant né au Cameroun, quelle que soit sa nationalité, de recouvrir son document camerounais. Je vous fais remarquer une fois de plus que beaucoup de personnes dans votre parti politique, dans le pouvoir que vous soutenez, sont des binationaux. Vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous donne des noms, je ne me cache pas. Non, je connais beaucoup de Pourquoi binationaux. M. Paul Biya fait du mal au Cameroun en refusant aux Camerounais d'acquérir les connaissances que la diaspora pourrait leur apporter? C'était ça le sens de la question de piège résumé. Je prolonge Oui, je vous en prie, monsieur. L'Union africaine. Monsieur L'Union africaine. Oui. Voilà. Oui, mais je sais que Jacques Mafo n'aime pas que Ça, c'est je fasse allusion à l'Union africaine. Je pense qu'elle doit avoir des prérogatives qui lui sont dévolues. Pourquoi ils ne font rien? Pourquoi l'Union africaine n'est jamais là quand les Africains en ont besoin? Pourquoi? L'Union africaine ne construit pas les chefs d'État comme Est-ce Paul Biya, ça que l'Union africaine ne peut ça. pas prendre la tâche avec le gouvernement français pour leur dire maintenant ça suffit? Nous vous donnons, je suis peut-être naïf, Voilà. je sais rien, mais La question sur deux volets, Paul Biya et l'Union africaine, s'il pour vous plaît. sursoir à cette décision préjudiciable pour les Africains, là à la rentrée, les nouveaux qui vont arriver, vous voyez? C'est une problématique très grave qui apporte la preuve que nous sommes dominés par les anciennes puissances coloniales, singulièrement la France. Alors, l'Union africaine, quand vous voyez son historicité, l'Union africaine n'a pas été capable de se faire entendre lorsque le président Kadhafi s'est fait assassiner. S'il n'y avait que ça. Je voudrais même vous dire quelque chose, vous révéler cela en tant qu'internationaliste et panafricaniste. L'Union africaine a demandé que cette résolution ne s'applique pas. 1973 qui a entraîné la mort de Kadhafi. Personne n'a écouté cette organisation régionale. Jean King nous l'avait dit ici à Paris, au centre de presse. Vous comprenez? La position de l'Union africaine était claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos partenaires bilatéraux occidentaux, c'est-à-dire les États, action bilatérale, ce sont les États, et nos partenaires multilatéraux, les organisations internationales, ne nous écoutent pas. Mais regardez une autre confirmation de la marginalisation de l'Afrique sur la scène internationale. La Covid-19. Regardez, vous allez voir que les Africains ont signé pratiquement tous les accords qui engagent leur action au sein de l'ONU. Allez voir après ce débat, cet échange. Allez lire l'article 55 de la Charte des Nations Unies. Mais cet article est clair. Il y a un devoir de solidarité des États riches vis-à-vis des États pauvres. Ça veut dire que quand survient par exemple une pandémie, il y a une assistance automatique qui se pose. C'est les droits de troisième génération. Bravo. Et je me suis rendu compte en tant qu'enseignant à l'IRI, je l'ai dit aux diplomates et aux gens que je forme, mais aucun chef d'État. J'ai même fait un article lors du dernier numéro de l'IRI, la nécessité d'un plan d'urgence pour l'Afrique concernant cette Covid. Et regardez les statistiques. Les Américains ont fabriqué, parce qu'ils ont des planches à billets, de manière directe ou indirecte, près de 100 milliards de dollars. Aide aux entreprises, aide aux personnes, masques et tout ça. La France, ici, vous vous rappelez M. Macron, de manière directe ou indirecte, il a utilisé presque 500 milliards de dollars. Aide directe et indirecte, au point où même les cafés qui fermaient pouvaient avoir des subventions. Mais les Africains, dans leur merde qu'on appelle le franc CFA, parce que je suis pour une rupture massive, pas individuelle, parce que mon problème est là. Quittons tous cette affaire. Mais vous allez vous rendre compte que personne n'a levé le petit doigt. J'observe qu'en Afrique, CEMAC, c'est le président Biya qui est le doyen aujourd'hui. Lui-même n'a jamais levé le moindre petit doigt. Hein. Le président, permettez-moi de vous dire pourquoi. Si le président Paul Biya lève le petit doigt, ses pires adversaires, comme ce type du MS, vont dire que nous sommes pour la politique française. Vous avez vu que des opposants des pays africains, et là je réponds, c'est là où je voulais chuter, il m'a bien relancé. Tous les opposants font toujours des tournées en Europe.
ils viennent faire allégeance. Regardez récemment Kanto, il était en France, il était aux États-Unis. Regardez la position donc des puissances. Si vous vous amusez, si Paul Biya s'amuse à dire qu'il privilégie les intérêts absolus du Cameroun, on le dégage. Donc il faut comprendre que en 86, je termine, vous vous rappelez, oui. Vous qui avez une très bonne culture, je n'ai pas besoin de passer des heures avec vous pour comprendre votre culture internationaliste. En 86, le Cameroun qui est envoyé au FMI, vous vous rappelez, lorsque le président Paul Biya, vous vous rappelez, alors qu'on avait toutes les réserves qui étaient positives pour empêcher ça. Mais le président Paul Biya a cru que M. Kohl pouvait le sauver. Mais Kohl lui a dit, mais allez faire ce que vous demande la France. Donc, il manque en Afrique une solidarité. Vivement le... D'abord, deux types de solidarité. Entre chefs d'État africains et entre les chefs d'État africains et leur peuple. Je vous assure, si le président Paul Biya avait courage... Avait eu le courage. Non, avec AVEC. Ah d'accord. Vient ici et dit, Monsieur Messanga Nyamdi et quelques-uns, ramenez-moi les Camerounais fâchés pour qu'on change ensemble les choses. Je vous assure, le Cameroun peut décoller. Mais malheureusement, vous avez des faucons à côté de lui qui lui disent, Monsieur le Président, attention aux Douala, attention aux Bamileke, attention aux Fulbé. Hein? Oui. Ils n'ont jamais oublié le souvenir d'Aïdjo. Oui. Attention à tel... Donc vous voyez que ces gars se nourrissent du mensonge. Cela signifie que M. Biya ne connaît pas le pays qu'il dirige. Non, cela veut dire que M. Biya veut aussi sécuriser son pouvoir. Vous êtes naïf. Mais il ne parle que de pouvoir, il ne sécurise pas son pays, mais son pouvoir. C'est normal. Mais écoutez, c'est normal. Soyez naïf. C'est dans son pouvoir et dans son pays. Il y a le pays et il y a le pouvoir. Il veut être sûr que... Le pouvoir est plus important pour lui que le pays, visiblement. Non, quand vous sécurisez le pouvoir, vous avez le contrôle sur les programmes de gouvernement. Votre champion là, mon mec politique. On ne le voit jamais dans une interview. Moi, j'aimerais l'interviewer, lui poser des questions. Parce que je vous pose à vous, vous l'avez vu une fois, en passant peut-être en 10 ans. Il faudrait qu'on lui pose ces questions-là. On le trouve où? Comment fait-on? Laissez-moi, je le dis à la télévision, oui. Le Sérail camerounais m'écoute. Ouais. Donnez-moi donc la possibilité de vous mettre en relation avec le cabinet du président Paul Biya. J'ai le numéro de M. Samuel Volodolo, je le dis en télévision. Et je lui ai dit en décembre 2017 que je souhaitais... Pourquoi donc un pauvre petit membre du comité central, vous venez lui poser comment faire? Posez la question donc à M. Mondayolo, qui est un ami et qui est quelqu'un de très brillant. Vous venez de dire que vous faites partie de l'appareil du parti qui dirige le pays. Bien sûr. Pourquoi je vous pose le problème? Mais je vous ai donc dit, appelez le cabinet du président, puisque vous êtes proche de M. Ayolo. J'ai son contact. Bon, alors, vous posez le problème, vous laissez un protocole. Moi, tel que je connais le président Paul Biya, il n'est pas exclu qu'il vous accorde une interview. Professeur, terminez bien mon pense que... Il n'y a pas que le Cameroun en Afrique. Hein. Bien sûr. Cameroun, même si c'est le pays qui nous touche le plus, mais nous sommes d'accord. Je pense que un seul pays ne peut pas s'en sortir. Il faut toute l'Afrique. C'est ce que je dis en effet, oui. Le patriotisme, aimons l'Afrique. Le patriotisme, ça c'est très important. Et le panafricanisme. Ça, ce sont des outils qui pourront éventuellement faire peser tous unis. Je pense que le jour où l'Afrique sera unie, ils viendront tous à genoux. Hein. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, vous avez vu que les précurseurs, comme les Kwame Nkrumah, regardez comment ils sont partis, les Lumumba, les Thomas Sankara, les Oumyopé et bien d'autres. Moi, je continue à penser que les Africains cessent de pleurnicher. Et de laisser la responsabilité aux autres. Regardez, nous sommes en train de penser, nous, au Cameroun. Mais regardez, qu'est-ce que le Cameroun n'a pas? Le Cameroun est une puissance naturelle en Afrique. On a le pétrole, le manganèse, l'uranium, le diamant, le mercure, le coton, le café, le cacao. Bon, or, je pense que pour qu'un pays comme le nôtre s'exprime en termes de développement et se fasse respecter, franchement, je suis en France actuellement, il faut commencer à réconcilier la diaspora et nos gouvernants.
C'est ce que M. Vous Paul Biya ne comprenez? veut pas Ça, faire. c'est mon discours. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis, le vice-premier ministre Jean Kouete, secrétaire général du comité central. C'est ce que j'ai dit à Grégoire Owona. C'est ce que j'ai dit à Ofama Ndongo. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Je le dis. Il faut réconcilier. Il faut réconcilier la diaspora. Restons. On va parler de l'Afrique. Parce que vous savez, le dernier pays que Cheikh Anta Diop a visité avant sa mort, c'était le Cameroun. Et il a 86, eu, en 86. 86. Et il a eu ce mot. Il était invité par le professeur Toa, que j'ai rencontré à l'époque. Il a dit, si le Cameroun décolle, le reste de l'Afrique va suivre. Vous comprenez? Donc moi je pense que on ne peut pas continuer à se battre d'un côté parce qu'il y a si monter les uns contre les autres. Pour moi, l'option est que si vous voyez le président a pris, il y a eu le grand dialogue. Mais voilà mon nouveau discours. Pour régler la crise du Nozo, que le président appelle John Fundi. Ah bon? Maurice Kamto, Issa Chiruma, Bel Bouba, toutes les forces politiques. C'est moi, le Sanga Nyamding, le biaïs, qui le dit. autour d'un discours de politique générale commun. C'est-à-dire que si on prend ces leaders de proue, on dit, voilà ce que nous voulons désormais pour le nord-ouest et le sud-ouest. Moi, M. Sanga Nyamding, biaïste, parce que je vous assure, la main sur le cœur, je suis très attaché à la vision politique prônée par le président. Mais en même temps, je pense que les choses peuvent changer. Voilà ce que le président Biya réunisse tout le monde et tout irait bien au Cameroun, c'est dit par le professeur. Davantage. Charlemagne Pascal. Oui. Après avoir salué. On observe que depuis cette crise du Nozo dur, aucun dialogue n'a été organisé par ce même président. Non, si, il y a eu le grand dialogue national. Là, vous êtes hors jeu. Vous ne suivez pas. S'il vous plaît, crier ne suffit pas, vous avez raison. Mais oui, mais dire ce qui n'est pas vrai ne signifie pas que vous aussi vous avez raison. Prendre la responsabilité, si le Cameroun m'attaquait en justice, j'irai vite en justice. Il n'y a eu aucun sommet organisé pour régler cette crise du Nozo. C'est pas vrai. C'est ce que je sais. Le grand dialogue national n'était pas pour régler le problème du Nozo, s'il vous plaît. Mais je vais répondre. Donnez-moi la possibilité. Je vais vous poser la question. C'est un dictateur. Ouais. Oui. Voilà des gens qui parlent. C'est un journaliste. S'il vous plaît, ici, sujet un peu plus. Je suis le parti unique. Vous comprenez? Bravo. Je vous félicite. Donc c'est moi. C'est comme Paul Biya est le parti unique au Cameroun. Malheureusement, c'est le chef de l'État aussi. Le D signifie quoi dans le RDPC pour vous? Démocratie. Démocratie, d'accord. Vous croyez que ça signifie quoi? Cette démocratie n'est pas que sur la semelle de talons, mais même sous celle de Paul Biya aussi. Oh, bon. Monsieur Moifo. Il est très embêtant. Hein. Il veut me déstabiliser. Mais il ne pourra pas. Parce que je suis serein. Vous n'êtes pas quoi, car vous avez tellement tapé sur Paul Biya qui refuse la double nationalité aux Camerounais, empêchant son pays de se développer. Vous venez de l'expliquer, je pense que les téléspectateurs l'ont compris.